Bonjour tout le monde, ici Idir. Aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo pour parler du grading en 2021, parler d'un peu toutes les facettes du grading. Le grading c'est un aspect de la collection qui existe depuis bien des années déjà. Ce que vous avez à l'écran c'est 3 cartes gradées par 3 entreprises différentes. Le concept du grading c'est simple. Envoyer ces cartes de collection chez une entreprise spécialisée dans le domaine, qui va donner une note à la carte selon son état, et qui va l'encapsuler dans un boîtier afin de la protéger. Le but notamment, je dirais que c'est d'éviter les quiproquos et les malentendus entre le vendeur et l'acheteur d'une carte. Plutôt que de décrire l'état de sa carte par sa propre vision, on fait intervenir une personne neutre, la boîte de grading, qui donne son avis sur l'état, qui permet d'avoir une échelle plus ou moins universelle. Ok. Avant de faire le tour des entreprises de grading, de se demander où vous devez envoyer vos cartes, la première question à se poser c'est est-ce que vous devez envoyer vos cartes? Est-ce que vous devez faire grader vos cartes? Dans quel but? Pourquoi? Qu'est-ce que vous recherchez à travers le grading? Si c'est pour votre collection personnelle, peut-être que vous n'avez pas besoin qu'une tierce personne vous donne son avis sur votre carte. Peut-être que vous êtes capable de déterminer vous-même si l'état de votre carte vous convient, selon vos propres critères. Après, peut-être aussi que l'objet en lui-même, la carte gradée, vous plaît. Que le boîtier vous plaît, peut-être que l'idée d'avoir une bonne note vous plaît, qu'elle ajoute un certain prestige à votre collection, c'est tout à fait valide aussi. En réalité, c'est simple, à partir du moment où c'est pour votre collection personnelle, tous les arguments sont valides, chacun collectionne comme il l'entend. Mais il est bon de savoir où vous envoyez vos cartes, de savoir quelle entreprise répondra le mieux à vos besoins. Si c'est pour la vente, pour le coup, les éléments sont plus objectifs quand même. Vous n'êtes pas sans savoir que les cartes gradées se vendent plus cher que les cartes non gradées, et que plus l'entreprise est réputée à l'international, plus les prix de vente sont élevés, généralement. Mais plus l'entreprise est réputée, plus elle a de clients, et donc plus les délais sont longs aussi. À vous de voir le compromis qui vous convient le mieux. Pour prendre mon cas personnel, moi j'ai fait grader chez PSA les plus grosses cartes de ma collection, pour leur assurer une valeur le jour où j'ai un souci personnel, le jour où j'ai besoin de vendre ma collection pour une dépense imprévue, des choses comme ça. Mais à part ces très grosses cartes, perso je ferais pas grader ma collection, ni chez PSA ni ailleurs d'ailleurs. Je ferais pas grader ma collection personnelle. Par contre, je continue d'envoyer chez PSA des cartes que j'ai en double, dans le but de les vendre. J'ai également envoyé des cartes chez PCA pour les vendre, vous avez pu le voir sur l'une de mes précédentes vidéos. Voilà, c'est mon cas personnel. Parlons maintenant des entreprises en elles-mêmes. La période actuelle a mis en difficulté ces entreprises, entre le Covid, qui a causé des effectifs réduits, des délais pour se fournir en matériel, des gens malades aussi, tout simplement, et l'énorme gain de hype autour des cartes Pokémon. On a une demande qui explose, des moyens limités pour répondre à cette demande. Du coup, ces 12 derniers mois, il y a des tonnes de projets qui ont vu le jour en Europe, notamment au Royaume-Uni, avec un sérieux assez limité, on va dire. Donc ces boîtes essaient de profiter de la situation actuelle qui est délicate pour les entreprises en place, pour essayer de s'en faire une de place, justement. Mais à mon avis, il y a a priori aucun avenir pour ces boîtes. Et mon cher ami Omer Kuhn a sorti une vidéo pour parler de ce sujet précisément. Voilà, vidéo qui est ici et que je vais vous mettre dans la description. Je vais parler de 4 sociétés dans cette entreprise. Je vais parler de 4 sociétés dans cette vidéo, pardon. PSA, BGS, PCA et MTG. Je vais pas parler de CGC. CGC, c'est l'entreprise dont le boîtier est au milieu de l'image, là, actuellement. Alors, non pas parce qu'ils méritent pas leur place, mais parce que j'ai pas les compétences pour parler d'eux, en fait, tout simplement. J'ai jamais envoyé de carte chez eux. J'ai jamais eu une carte CGC dans les mains. Donc, j'estime que je suis mal placé pour parler d'eux. Je peux juste dire que c'est une entreprise qui en elle-même existe depuis longtemps, qui faisait du grading de comics à l'origine. Elle vient seulement de commencer les cartes, mais elle a un background. Elle a... Elle offre plus de sérieux et de garantie que les projets lambda qui ouvrent actuellement. Voilà. Et je parlerai également d'une autre société en fin de vidéo. Une société qui vient tout juste d'ouvrir. Ok. Alors, on va attaquer avec PSA. Donc PSA, c'est la référence internationale sur Pokémon, historiquement. C'est une entreprise qui existe depuis 1991, qui fête ses 30 ans.
On peut dire que les cartes PSA sont les cartes qui se vendent globalement le plus cher, à part, à part une exception qu'on verra plus tard chez BGS. Boîtier, au niveau du boîtier, il est plutôt propre, plutôt pro, il est... Je sais pas, je le trouve assez neutre. Il est ni spécialement beau, ni spécialement moche, il est neutre. Je trouve qu'il fait, voilà, professionnel. La notation, elle est loin d'être parfaite. Je trouve qu'il y a une très faible différence entre le 9 et le 10, personnellement, de par mon expérience de 5 ans d'envoi maintenant. Et vu qu'il n'y a pas de demi-mesure, vu qu'il n'y a pas de demi-note, de choses comme ça, voilà, il y a souvent ambiguïté entre le 9 et le 10, je trouve, alors que les prix peuvent parfois passer du simple au x10, entre un 9 et un 10. On a aussi parfois des notes totalement intrigantes. Je me souviens sur un envoi que j'ai fait l'année dernière, une carte qui était mint, donc c'était un 9 ou un 10, elle a eu 3. Et j'ai aussi eu cette semaine les notes d'un envoi, alors un envoi qui date pour le coup, on a reçu les notes là cette semaine. Il y a eu des 5 par exemple, sur des cartes dont les propriétaires me disaient qu'elles étaient near mint mint quoi. Donc voilà, parfois il y a des trucs incompréhensibles, comme ça. Au niveau des délais, ils sont extrêmement longs. Donc comme j'ai dit, j'ai reçu seulement cette semaine des notes d'un envoi que j'ai fait en juillet 2020. Donc on est sur plus d'un an. Alors, pour le coup, de mon côté, c'est un peu un cas particulier. Je suis passé par un intermédiaire, Lotkins. Et actuellement, en passant par un intermédiaire, c'est plus long qu'en envoyant soi-même. Pour les gens qui envoyaient eux-mêmes, on est plutôt sur... bon, on est quand même sur presque un an, ouais. On est sur entre 10 mois et un an. Voilà. On est entre 10 mois et un an. Mais tout ça risque d'empirer. Tout ça risque d'empirer. En plus, les prix vont augmenter. Et actuellement, en fait, c'est tout simplement fermé sur les envois standards. Au niveau de la communication, alors, sur la communication publique, ils sont solides. Ils publient des communiqués sur leur site très régulièrement. On sait toujours quelle est la situation globale dans l'entreprise. On a, voilà, mensuellement, on a des communiqués très bien fichus. Concernant le service client pour les particuliers, j'avoue que je ne saurais pas donner d'avis, parce que moi je suis toujours passé par un intermédiaire. Donc j'ai jamais eu à les contacter eux. Et j'ai pas vraiment de témoignages, parce qu'il y a assez peu de gens en France qui utilisent directement le service PSA sans passer par un intermédiaire. Des remarques annexes. C'est que, bah, comme je disais, c'est fermé depuis avril aux commandes standards. Pour l'instant, ils sont ouverts uniquement sur les commandes express et super express, qui coûtent 200 $ et 300 $ par carte. Donc ça pique. Et jusqu'à cette année, ils prenaient que le japonais et l'anglais. Et puis ils prenaient le set de base en toutes les langues. Voilà, set de base en toutes les langues. Pour les autres cartes, uniquement japonais et anglais. Depuis cette année, ils sont en train d'enrichir leur base de données. Et aujourd'hui, on peut à peu près tout envoyer chez eux, même en français. Mais on peut pas envoyer chez eux, vu que c'est fermé. À part si on prend l'Express ou le Super Express. Le bilan que je vais faire de PSA, c'est que... Alors, c'est la meilleure option à long terme pour vendre vos cartes. Grâce à la popularité historique de PSA, bah, les cartes gradées PSA, elles vaudront toujours un gros premium. Mais en soi, le service a rien d'exceptionnel, la notation n'est pas incroyable. Les délais sont d'une longueur infinie. Mais c'est dur de leur en vouloir vu le contexte actuel. Voilà. On peut passer à BGS, donc Beckett Grading Service, qui existe depuis 1999, qui est notamment la référence internationale sur Magic, mais qui prend aussi les cartes Pokémon, qui a une clientèle sur les cartes Pokémon. On constate d'abord une première différence, c'est les subgrades. Donc en plus de la note globale, on a un détail de la notation. On sait pourquoi notre carte a 9. Voilà, on a 4 critères. Le centrage de la carte, les coins, les bords et la surface. Le boîtier, il est assez massif, il est assez imposant. Il est vraiment plus gros que les autres boîtiers. C'est un peu un pavé, il est rectangulaire, genre vous voyez que les coins, enfin c'est des angles droits quoi, c'est pas arrondi, contrairement aux autres. Personnellement, je l'aime pas, je l'aime pas ce boîtier, mais c'est mes goûts. Esthétiquement, je sais pas, c'est un bloc quoi, il me parle pas. Personnellement, il me parle pas. Mais les goûts et les couleurs, voilà.
La notation, je trouve qu'elle est un peu à deux facettes chez Beckett. Elle est très sévère pour les notes d'exception, pour le 10 et d'autant plus pour le Black Label. Donc le Black Label, qu'est-ce que c'est? Vous voyez que la zone sur laquelle on a la note de la carte a un fond blanc. Quand votre carte a 9,5 ou 10, le fond devient doré. Et quand votre carte a 10, mais qu'elle a en plus 10 sur tous les subgrades, on arrive au Black Label. Voilà, le label noir, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment l'état maximal, c'est la carte parfaite. Et un BGS 10 Black Label coûte beaucoup, beaucoup plus cher qu'un PSA 10. Du coup, Beckett est très sévère pour arriver à ces notes d'exception. Pour le 9,5, je dirais que c'est assez correct. Et en dessous de 9,5, je trouve qu'ils sont en fait assez laxistes. Paradoxalement. Par exemple, j'avais acheté une carte BGS 9. Je l'avais sortie du boîtier pour l'envoyer chez PSA. Elle est revenue seulement 8 chez PSA. Alors que PSA est pas vraiment réputé pour sa sévérité. Donc voilà. Excusez-moi, je cherche juste un truc. Non, ok, c'est bon, désolé. Au niveau des délais, on a le même problème que pour PSA. Victimes de leur succès, dur de leur en vouloir vu le contexte actuel. Au niveau de la communication, j'ai rien de spécial à dire parce que j'ai pas les infos. Comme pour PSA, j'ai jamais été client de chez eux directement. Donc je sais pas ce que ça donne. Remarque, ils sont fermés actuellement pour les commandes standards, comme PSA. Par contre, depuis les débuts, ils prennent les cartes en toutes les langues. Ce qui était un avantage qu'ils avaient sur PSA jusqu'à cette année. Je sais qu'il y a des Français qui envoyaient des cartes françaises chez BGS parce que BGS prend le français et que PSA ne le prend pas, par exemple. Donc voilà, c'est un avantage qu'ils avaient et qu'ils n'ont plus aujourd'hui. Mon bilan sur BGS, c'est que ça peut valoir le coup de tenter si vous pensez pouvoir viser le BGS 10, voire le Black Label sur votre carte, si vous pensez que votre carte est vraiment parfaite. Autrement, je pense pas que ce soit spécialement intéressant, sauf si vous aimez particulièrement le boîtier, évidemment. Question de goût, quoi. De toute façon, actuellement, la question se pose pas trop, vu qu'au-delà des délais immenses, ils sont fermés, tout simplement, pour les envois classiques, comme PSA. Donc voilà, c'est des entreprises qui existent, mais dans les faits, c'est pas des options viables actuellement. Parlons de PCA, pardon. Donc c'est la première entreprise française de grading. Première en termes j'ai oublié le mot. Pardon, la première à avoir été créée, quoi. En 2016. Je suis désolé, j'ai plus le mot. C'est terrible. Bon, c'est pas grave. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de PCA en France. Au niveau du boîtier, il est plus petit que les autres, plus compact. Je trouve qu'il y a une volonté d'être plus moderne, j'ai l'impression. Plus design, plus soigner le design. Cependant, je trouve le boîtier moins solide. On peut pas tout avoir, hein. On peut pas avoir à la fois la beauté et la solidité en général. Bon voilà, le boîtier Beckett par exemple, vous voyez que c'est un bloc. On soigne pas forcément le design, mais alors le truc est solide comme jamais, quoi. Mais esthétiquement, le boîtier PCA, je trouve que c'est une réussite. Au niveau de la notation, actuellement elle est très sévère, trop sévère peut-être. Elle est cohérente dans sa sévérité, c'est-à-dire que si on prend une carte qui a été notée PCA 8 aujourd'hui, une autre qui a été notée PCA 7 aujourd'hui, le 8 sera en meilleur état que le 7. La hiérarchie est toujours respectée. Mais toutes les cartes sont notées trop sévèrement. Trop sévèrement, et j'ai pas l'impression que ce soit pertinent d'être à ce point sévère. J'ai l'impression que c'est trop actuellement. BGS par exemple, ils sont très sévères sur les notes maximales pour aller au 10. Mais déjà, grâce au système de subgrade, on peut comprendre pourquoi on n'a pas 10 ou pourquoi on a 10. Ce qu'il n'y a pas chez PCA. Et puis, ils sont moins sévères sur les notes les plus basses. PCA, ils sont... voilà, ils t'allument surtout. D'autant qu'il y a eu des hauts et des bas dans la notation au fil du temps. Il y a eu des périodes où PCA était plus strict, et des périodes où PCA était plus laxiste. Il y a le changement de design des boîtiers et des étiquettes qui permet de savoir à peu près quand votre carte a été gradée, mais pas assez précisément, malgré tout. Au sein d'une même période, d'une même étiquette, il y a pu y avoir des variations aussi. À noter quand même que j'ai vu pas mal de gens ne pas comprendre des notes sur des cartes PCA,
notamment des 9,5 sur des cartes mal centrées. Ça, pour le coup, c'est précisé sur le site de PCA que le centering ne compte que pour le 10 et le 10+. Si vous avez une carte qui est nickel et qui est très mal centrée, elle peut avoir quand même 9,5. Il n'y a aucun souci avec ça. Voilà, c'est à rappeler, c'est à noter, c'est vraiment dans les critères de PCA. On peut pas dire qu'une carte a été mal notée parce que... Enfin, que c'est une erreur parce qu'elle a eu 9,5 avec un centrage dégueulasse. Le centrage n'est pas un critère pour le 9,5. Au niveau des délais, on est vers 4 mois actuellement, ce qui est largement supérieur au délai annoncé initialement, mais c'est la même chose partout actuellement, donc dur de leur en vouloir, comme pour comme pour PSA, comme pour Beckett. Le problème va plutôt concerner le point suivant, la communication. La communication, c'est un énorme problème de PCA, que ce soit la communication publique, comme le service client, c'est proche du néant depuis toujours. Et le premier cause le deuxième d'ailleurs, parce que si les gens sont laissés sans communication publique, bah ils n'ont pas d'infos, ils peuvent pas aller chercher l'info, et donc, l'information n'est pas disponible, donc ils sont obligés d'aller la chercher, et donc, vu qu'il n'y a pas un communiqué public, eh ben, il y a 500 personnes qui vont devoir aller poser la même question directement au community manager de PCA. Et on se retrouve avec une boîte mail ou une boîte de messages qui est inondée et qui est ingérable. Voilà. Des remarques. Alors, remarques qui fâchent. Comme j'ai pu l'évoquer dans une vidéo précédente, celle de mon retour de carte PCA, on a pu voir dans la vidéo qu'ils ont réalisée avec David Lafarge à l'époque, qu'ils ont dû courber les cartes afin de les insérer dans le boîtier. Chose qui me semble personnellement intolérable. Le boîtier doit impérativement changer, ou les méthodes, mais il y a vraiment un souci majeur à ce niveau. On peut pas envoyer une carte se faire protéger si les gens chez qui on l'envoie doivent faire de telles manipulations. Une autre remarque, c'est le nom de l'entreprise. Ça, pour le coup, ça pourra jamais changer. Mais prendre un nom très similaire à PSA pour semer la confusion chez les non-initiés, bon, business is business, hein, on va dire, mais ça fait un peu les baskets Adidas du marché opus, quoi. Donc voilà, je trouve ça regrettable qu'ils aient pas cherché à avoir leur propre personnalité et qu'ils aient eu besoin d'utiliser un tel procédé. Alors, le bilan que je fais sur PCA, c'est que déjà c'est ouvert contrairement à PSA et Beckett. C'est plus long qu'avant, mais c'est beaucoup moins long que ne seront PSA ou Beckett à leur réouverture. Ça se vend pas trop à l'international, mais ça se vend vraiment bien en France. Parfois même à des prix qui rivalisent avec ceux des grosses boîtes américaines. Notamment sur les petites cartes, genre les petites promos japonaises, des trucs comme ça. Beaucoup de problèmes internes, quand même, qu'on a pu constater au fil du temps. Mais après, peut-être que c'est pareil chez les grosses boîtes américaines et qu'on n'est juste pas au courant. Voilà. Attaquons maintenant MTG Grade. Alors, comme son nom l'indique, c'est une boîte qui faisait du Magic à l'origine, qui gradait les cartes Magic, et qui s'est mise à grader Pokémon seulement cette année, en voyant qu'il y avait une clientèle à aller chercher. Cards Hunter vient de sortir une vidéo sur son expérience avec MTG, que je vous invite à aller regarder, et qui devrait beaucoup compléter mon avis, parce que là, pour le coup, vous avez des images, vous avez plein d'éléments supplémentaires, donc je vous invite à aller regarder sa vidéo. Test MTG Grade, ça tourne mal. Alors, au niveau du boîtier, il y a beaucoup de bouts de plastique apparents, vous voyez, tous ces trucs-là, là, autour du boîtier. Euh, je trouve que ça fait pas pro, ça fait pas produit fini. Et j'adhère pas non plus au design de l'étiquette, la police d'écriture, enfin... Je sais pas, je trouve le design pas soigné personnellement, je trouve que... Ça fait... Non, je sais pas, ça fait très amateur, quoi. Donc, ouais, les goûts et les couleurs, une nouvelle fois, mais j'ai quand même l'impression que c'est un produit qui est pas fini. Voilà. Au niveau de la notation, dans les débuts de la boîte, on voyait des retours avec des gens qui envoyaient 10 cartes. Sur leurs 10 cartes, il y en avait 8 qui obtenaient la note maximale, quoi. Ce qui est d'autant plus improbable pour une boîte qui utilise des subgrades. Et le 10 chez MTG, c'est 10 dans les 4 subgrades. Donc c'est carte parfaite. C'est impossible. Aujourd'hui, c'est moins le cas, quand même. Le 10 se raréfie chez MTG. La notation est quand même beaucoup moins sévère qu'ailleurs. Vous allez le voir dans la vidéo de Cards Hunter, mais j'ai envoyé 3 cartes chez PCA,
qui ont eu 6, 7 et 7. Ensuite, on a pété les boîtiers, on les a envoyés chez MTG. Les 3 cartes ont eu 9. Donc on est passé de 6, 7, 7 à 9, 9, 9. Alors l'une des 3, le Feu Forever, qui avait eu 6 chez PCA, a un vrai défaut de surface. Et il mérite même pas 9 pour moi, enfin il mérite peut-être 7. Par contre pour les deux autres, Staros et Ptera, moi je les estimais entre 8 et 9 chez PSA. Donc je trouve que le MTG 9 est plus proche de la réalité que le 7 de PCA. Voilà. Maintenant, le vrai problème au niveau de la notation de MTG, au-delà de la sévérité, du niveau de sévérité, c'est la cohérence et la consistance. On peut avoir une carte moins bien centrée qu'une autre, et qui aura pourtant une meilleure note de centering que l'autre. On peut avoir une carte avec un énorme défaut de surface, comme mon Feu Forever, qui a eu 10 en surface. Et à côté de ça, ne pas avoir 10 sur une catégorie où elle n'a pas vraiment de défaut. Donc on a l'impression qu'on lance des dés et puis on met des notes. Voilà, il n'y a pas... Voilà, le problème, c'est pas la sévérité, c'est vraiment la cohérence. Normalement, une carte qui a 10 sur un critère est en meilleur état dans ce critère-là que la carte qui a eu 9 dans ce critère. C'est logique. Ben, on retrouve pas ça chez MTG, il n'y a pas cette cohérence. Les délais chez MTG, alors ils étaient très bas. Ils se sont rallongés cet été, notamment avec le départ en vacances d'une partie du staff. Pour l'envoi de Cards Hunter, que je vais prendre comme exemple encore une fois, quand il a envoyé, les délais annoncés c'était moins d'une semaine. Finalement, il en a eu pour 6 semaines. Alors, il n'a pas eu de chance, il est tombé sur la mauvaise période, les vacances, le départ en vacances d'une partie de l'équipe. Mais quand même. Alors, cela dit, ça reste le service le plus rapide actuellement, étant le moins populaire, forcément. 6 semaines, ouais, c'est beaucoup plus que ce qui était annoncé, et ça devrait baisser, du coup, vu qu'ils sont rentrés de vacances. Voilà, c'est le service le plus rapide. Voilà, tout simplement. Au niveau de la communication, du peu que j'ai pu voir, ça a l'air plutôt solide. C'est simple de contacter la boîte. Et il y avait sur le site de la boîte un bandeau qui annonçait les retards dus à la période de vacances, justement. Euh, Là, il n'y est plus vu qu'ils sont rentrés de vacances, mais pendant qu'ils étaient en vacances, il y avait un bandeau qui disait effectif réduit à cause des vacances, machin, jusqu'au 16 août. Voilà, c'est ce genre de truc de communication dont on a besoin chez PCA notamment. Au niveau des remarques que j'ai à faire sur MTG, alors il n'y a pas de base de données. C'est la seule des 4 entreprises dont je parle qui n'a pas de base de données, donc pas de contrôle de population des cartes. Euh, c'est un gros manque. C'est un énorme manque. Et pour le reste, je vous invite vraiment à regarder la vidéo de Cards Hunter parce qu'il y a des choses pas terribles. Il y a des choses vraiment pas terribles. Le bilan que je fais de MTG, c'est qu'à mes yeux, c'est la moins bonne qualité de notation, la moins bonne qualité de boîtier. Probablement du coup le service le moins compétent au niveau des cartes Pokémon. Néanmoins, ils ont pas l'air de mettre en danger les cartes, il n'y a pas l'air d'y avoir de soucis de perte, de cartes abîmées, de choses comme ça. C'est déjà ça. Donc en fait, j'ai envie de dire que PCA veut proposer un service très haut de gamme, mais peine à respecter ce standing, alors que MTG assume de proposer un service bas de gamme, et le fait en fait, et assure ce service bas de gamme. Voilà. Pour résumer, globalement, aujourd'hui il n'y a aucune boîte que je peux recommander. À mes yeux, il n'y en a aucune qui propose un service de qualité véritable, à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'une entreprise à qui on confie ses cartes de collection, des cartes de valeur. Si vous faites grader pour vendre, vous pouvez aller chercher la société qui correspond le mieux à vos besoins. Pas besoin que le service soit d'une qualité incroyable à vos yeux, de toute façon, si les cartes sont pas destinées à être pour vous. Mais pour une collection perso, je peux pas recommander de faire grader ces cartes aujourd'hui avec les options existantes, quoi. Voilà. J'ai quand même envie de parler, du coup, d'un nouveau projet, qui a l'air plutôt solide. Il s'agit de Ace Grading. Donc ils ont ouvert le 20 août 2021, hier du coup, le jour où je tourne la vidéo. Donc c'est vraiment tout récent. C'est une entreprise qui est lancée par le youtubeur anglais Randolph, un youtubeur Pokémon qui a 500 000 abonnés, voilà. Et les gens de chez Graded Gem. Graded Gem. Écrit Graded Gem, voilà, comme ça. Donc Graded Gem, c'était autrefois, auparavant, un intermédiaire officiel de PSA au Royaume-Uni, comme Lutkins.
ils ont arrêté cette activité pour se consacrer sur leur propre boîte de grading, du coup. Alors pour l'instant, il n'y a pas de retour d'expérience, vu que ça vient d'ouvrir, mais rien que la qualité du site internet est assez encourageante, je trouve. Le site fait pro, il est vraiment bien fichu. Ok, alors, ils ont un système pour éviter de dépasser les délais annoncés. Est-ce que je peux aller sur la page Process. Alors, ceux qui comprennent l'anglais, je vous laisse lire, et sinon, pour ceux qui comprennent pas forcément, l'idée c'est que ils annoncent que pour tel service, les délais c'est, on va dire, 60 jours. Ils ont calculé que pour maintenir ce délai de 60 jours, il faut qu'ils reçoivent, on va dire, je donne un nombre au pif, 1000 cartes par mois. Donc ils ouvrent les commandes pour 1000 cartes. Une fois qu'ils ont atteint les 1000 cartes, ils coupent les commandes. Le mois suivant, ils remettent 1000 slots, voilà. En gros, voilà, ils ferment les commandes dès qu'il y en a trop. Dès qu'on arrive à un stade où ils n'arrivent plus à suivre où ils n'arriveront plus à respecter les délais, ils coupent. Et puis ils rouvrent dès qu'ils avancent, tout ça, voilà. Donc ça permet d'éviter de dépasser les délais pour les gens qui passent commande. Ça permet d'éviter d'être inondé. C'est intéressant, à voir comment ça va être appliqué. Mais dans l'idée, c'est intéressant. Je vous mets plus en zoom. Voilà, 3 cartes gradées Ace. Donc ça, c'est leur label classique. Il y a une option aussi de prendre un label qu'ils appellent Color Match. Donc en gros, ça va avec les couleurs du Pokémon en question. Donc du rose et du bleu pour Nymphali. Et puis pour certaines cartes uniquement, ils ont fait un label personnalisé qui reprend l'idée de l'illustration. Donc là, sur le Sulfurat Galar Alternate, les flammes rouges. Voilà. Celui-là, pour le coup, le label personnalisé, il coûte un supplément. Il coûte un petit supplément. Mais c'est une idée originale. Ça plaît pas à tout le monde. Je sais que ça plaît pas à tout le monde. Même moi, je suis un peu partagé, mais j'aime bien la prise d'initiative. Voilà. Et globalement, le projet a l'air quand même assez sérieux, assez pro. Donc, de belles promesses sur le papier. Rendez-vous dans quelques mois pour avoir les premiers avis de clients, les premiers retours. On va pas... voilà, la partie n'est pas gagnée d'avance. Mais c'est intéressant, je pense qu'il faut garder un œil sur eux. J'espère que j'ai été complet. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup de souffle en ce moment. Vous avez dû m'entendre respirer pas mal. Je sais pas, j'ai pas beaucoup de souffle en ce moment. Je sais pas ce que j'ai. J'espère en tout cas que ça a été instructif, que vous avez appris des choses, que vous y voyez plus clair sur la situation globale du grading en 2021, en espérant que ça va s'arranger. Pardon, en espérant que ça va s'arranger dans les années qui viennent, en limitant l'impact du Covid, en recrutant, tout ça, enfin... On devrait aller vers le mieux. On devrait aller vers le mieux, théoriquement. Sur ce, je vous laisse et je vous dis au revoir.